Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivi d'une entrevue avec Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau, gestionnaire communication et affaires publiques chez Nordvolt, pour revenir sur les plus récentes actualités de l'entreprise. On reçoit Mme Camille Lemay, conseillère principale en relations publiques à Emma Québec, pour nous éclairer sur le don de plasma. Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly, nous donne tous les détails de la course du député à venir en septembre prochain. Finalement, Monsieur Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar, nous partage les mises à jour des grands dossiers en cours. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. L'équipe de TVR9 vous présente, comme à chaque semaine, un résumé de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La ville d'Otterburn Park lance un concours pour éradiquer l'herbe à poux. En collaboration avec Connexion Nature, les résidents et résidentes sont invités à arracher l'herbe à poux présente sur leur propriété et sur les terrains de la ville. Le concours Arracher et gagner se déroule jusqu'au 25 août 2024. Chaque semaine, une personne participante au concours gagnera un panier de produits locaux et écologiques d'une valeur de 50 $. Pour participer, vous devez publier une photo de vous lors de votre collecte sur la page Facebook du concours. Les tirages ont lieu chaque lundi durant l'été. Pour plus d'informations, consultez le site de la ville d'Otterburn Park ou la page Facebook du concours. Le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, a annoncé l'octroi de 227 000 $ pour améliorer la sécurité routière dans la circonscription. Parmi ces fonds, 207 000 iront à Habitation TTC Montérégiens pour des actions de sensibilisation et de formation en sécurité routière. La balance d'environ 20 000 $ sera versée à la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour sécuriser plusieurs rues. Ces montants proviennent du Fonds de la sécurité routière qui finance 210 projets à travers le Québec pour un total de plus de 20 millions de dollars. Le plan s'inscrit dans la vision zéro pour des routes plus sûres. La ville de Chambly souhaite moderniser son image et invite ses citoyens et citoyennes à participer à un sondage pour son futur logo. Depuis la création de son logo actuel en 1989, Chambly a connu une transformation marquée, passant de 12 000 habitants à plus de 31 000 aujourd'hui. L'objectif du nouveau logo est de créer une image de marque qui reflète les valeurs, la mission et la vision à long terme de la ville, tout en respectant son histoire. La firme Récréation spécialisée dans ce domaine mènera le projet. La mairesse Alexandra Labbé souligne que cette démarche vise à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens et citoyennes et à démontrer que Chambly évolue positivement pour relever les défis actuels. Le sondage se retrouve sur le site Internet de la ville. La ville de Mont-Saint-Hilaire lance un projet de suivi sur la qualité de l'eau des cours d'eau affluents de la rivière Richelieu. Le projet vise à identifier la concentration de polluants provenant d'un réseau de drainage urbain. Certaines activités comme l'épandage de pesticides et d'engrais sur le gazon contribuent notamment à la détérioration de la qualité de l'eau de la rivière Richelieu. Le projet, financé par une subvention de 19 500 $ du gouvernement du Québec, devrait bénéficier à l'habitat des espèces aquatiques menacées, notamment comme le chevalier cuivré. Les données récoltées permettront d'élaborer des stratégies pour réduire la pollution. Voilà, c'était les actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu, préparées par l'équipe de TVR9. Dans les dernières semaines, l'entreprise Nordvolt a annoncé une revue stratégique et aujourd'hui, on est avec Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau. Vous êtes porte-parole chez Nordvolt. En quoi ça consiste, une revue stratégique? Oui, en fait, une revue stratégique, c'est de regarder l'ensemble de nos activités. On sait, Nordvolt, on est implanté dans différents pays. On a différentes usines en construction, donc on revoit là. C'est un peu de prendre une photo, en fait, de la situation actuelle. Puis, cet élément-là va nous amener à revoir différentes activités dans nos entreprises, mais aussi nos échéanciers. Je tiens à le dire, c'est important, pour le projet du Québec, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun monde dans lequel on va revoir notre projet ici, donc il va se faire, les activités de construction se poursuivent, mais effectivement, on va revenir cet automne avec une revue peut-être potentielle de notre échéancier. C'est des éléments qu'on regarde en ce moment.
Puis on va évidemment revenir sur la place publique pour expliquer le tout là, cet automne. Donc, quand on dit revue stratégique, c'est vraiment de l'entreprise au complet, pas seulement du projet au Québec, là. Exact. C'est l'ensemble de nos activités. Comme je le disais, on est en Pologne, on est en Allemagne, on est aussi aux États-Unis. Donc, on a un vaste portefeuille d'usines en construction, de projets. Donc, on prend vraiment une photo là, de tout ce qui se passe, puis on s'assure qu'on est bien aligné pour la suite. Puis qu'on est bien en selle pour s'assurer du succès aussi de l'entreprise. Puis, qu'est-ce qui a mené à cette revue-là? Est-ce que c'est les résultats? En fait, les résultats sont sortis là, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est ces résultats-là qui ont obligé l'entreprise à prendre un pas de recul puis à regarder? Mais vous savez, Nordvolt, c'est 50 milliards de carnets de commandes. C'est énormément de clients pour lesquels on a des échéanciers de production. On doit livrer les cellules. Donc, on regarde ça, on veut s'assurer de livrer des produits de qualité, mais aussi qui vont respecter les échéanciers de nos clients. Puis on constate qu'en fait, la cadence de production au niveau de Ed, qui est notre usine en Suède, dans le nord de la Suède, est un peu moins rapide que ce qu'on anticipait. Donc on regarde ça, puis on se dit, est-ce que ce qu'on voit actuellement dans le nord de la Suède, je le rappelle, là, Ed est vraiment semblable à ce qu'on va faire ici au Québec. Donc ça nous donne un bon portrait. Et on regarde ça et on se dit, OK, comment on s'assure du succès de notre projet ici, basé justement sur ce qui s'est déroulé en Suède. Mais c'est extrêmement complexe, le monde de la batterie. Donc, c'est normal aussi qu'on procède à des ajustements là, en cours de parcours. Tout ça pour s'assurer de livrer un produit à la hauteur de ce qui est exigé par nos clients. Donc, quelle longueur d'avance a la Suède par rapport au projet du Québec, là? Ils ont commencé déjà la production, donc. Oui. Donc, la construction de la première phase du projet est terminée du côté de Ed. Ils sont vraiment en production. En ce moment, ils sont en train de livrer les premières cellules. Donc, on a un vaste portefeuille de clients et ils livrent déjà des cellules pour certains de nos clients. Il faut savoir que chacune des batteries qu'on conçoit est différente par rapport aux clients. Donc, on va avoir des batteries qui sont différentes, là. On sait qu'on a, par exemple, le groupe Volvo, on a aussi Volkswagen. Donc, on va s'adapter à ce que les besoins de nos clients. Et donc, oui, eux sont déjà en pleine production, mais c'est le début de la production, alors qu'ici, on amorce tout juste la construction. Oui. Puis là, d'ailleurs, ça a fait les nouvelles, là, mais on a appris que BMW a retiré son contrat de 3 milliards de dollars. Qu'est-ce qui peut causer là, ce retrait-là? Oui, donc comme je le disais, on a 50 milliards. C'est un contrat effectivement de 2 à 3 milliards qui s'est retiré de BMW. C'est une décision qui est conjointe entre Nordvolt et BMW parce que quand on regardait la cellule à produire, on avait des visées différentes. Donc, conjointement avec BMW, on a décidé de retirer de ce carnet de commandes-là, mais on continue et il n'y a rien qui est changé pour le reste là, de l'ensemble de nos commandes à livrer. Oui, puis quand des entreprises prennent des décisions comme celle-là, est-ce que ça peut toucher, affecter l'usine du Québec? Est-ce qu'on sait déjà, en fait, s'il va y avoir des commandes pour le Québec? Comment ça va fonctionner? En fait, oui, il y a déjà une commande pour le Québec. La raison pour laquelle on est venu ici, c'est pour desservir un client qui est nord-américain. Donc, on a déjà une entente avec un client ici. Et évidemment, c'est notre première porte d'entrée. Donc, ça ne change vraiment rien, là, je tiens à le dire, pour le Québec. On continue la construction, on continue nos activités. C'est vraiment au niveau de BMW un contrat qui était au niveau de notre maison mère qui est située en Suède. Et donc là, les travaux se poursuivent. Il y a une pause durant les semaines. La construction, où est-ce qu'on en est rapidement? Là? Où est-ce qu'on en est en ce moment? Donc, le premier bâtiment qu'on construit, c'est ce qu'on appelle Downstream One. Donc, c'est un bâtiment qui va nous servir à fabriquer les cellules. Et là, on est en pleine excavation, en fait, pour venir installer les fondations de ce bâtiment-là. Donc, en ce moment, la terre est sortie du site, est amenée sur site. Donc, c'est vraiment les activités. Puis, effectivement, on prend une pause, mais de retour en août, on va poursuivre les activités sur site. Merci beaucoup, Mme Rouillard-Moreau, d'être passée à nos studios aujourd'hui et de nous avoir fait cette mise à jour sur le dossier Nordvolt. Saviez-vous qu'il était possible de faire un don de plasma tous les 6 jours si vous le vouliez? On est avec Mme Camille Lemay. Vous êtes conseillère aux relations publiques à Emma Québec pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, don de sang, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais le don de plasma, on en entend un peu moins parler. En quoi ça consiste? En fait, d'un œil extérieur, c'est très similaire. On va voir une personne dans une chaise allongée avec une aiguille dans le bras qui fait que le sang sort dans le petit tubulure. Au final, le don de plasma est différent parce qu'on va filtrer le sang.
On va l'envoyer dans une machine qu'on appelle d'aphérèse, donc un peu comme une centrifugeuse, et ça va séparer les différentes composantes du sang. Votre sang est composé de plaquettes, de globules rouges, de globules blancs et de plasma. Le plasma, c'est vraiment la partie liquide. Donc, la machine va séparer ces composantes-là, vous retournez toutes les autres composantes et ne gardez que le plasma. C'est ça qui est un peu différent. Oui. Donc, si c'est que le plasma, à la fin, je ne devrais pas me sentir trop étourdie parce que je n'ai pas perdu de sang. C'est ça. En fait, chaque personne vit son don de manière différente, mais en général, on a des gens, par exemple des personnes très actives, qui vont préférer le don de plasma parce que justement, ils n'auront pas la perte en hémoglobine, par exemple, qui peut se passer après un don de sang. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut donner aux 6 jours parce que le don de plasma a un effet très différent sur le corps. C'est un peu plus long parce qu'on doit séparer les éléments pendant qu'on fait le don, mais en somme, l'impact à la fin est très différent. Puis il y a des gens qui, honnêtement, le mettent à leur agenda toutes les semaines. Wow. Ils ont une plage, ils ont la même plage horaire, ils reviennent le mardi soir, le mercredi sur l'heure du lunch, faire leur don de plasma, puis c'est dans leurs habitudes qu'ils adorent. Oui, puis c'est ça, c'est un beau moment pour relaxer, un petit 45 minutes, là, surtout quand on a des vies occupées, on prend rarement le temps de s'arrêter. Puis là, en plus, si on peut en faire bénéficier des milliers de personnes à travers le Québec. Mais justement, qui bénéficie des dons de plasma? Le plasma, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé pour fabriquer des médicaments spécialisés. Donc, votre don de plasma va être envoyé pour être transformé, puis il nous revient en médicament. Parce que le plasma, tantôt, je disais que c'est la partie liquide du sang, c'est composé à 90 % d'eau, mais il y a un 10 % de protéines qui est très important. Et ces médicaments-là servent à traiter différentes choses. On connaît, souvent, les gens vont connaître le Guillain-Barré, qui est justement une atteinte immunologique. Oui. Mais aussi, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont un groupe sanguin négatif qui vont recevoir un médicament spécialisé pendant leur grossesse pour les aider à mener la grossesse à terme. Bien, ce médicament-là est fait à partir de plasma. C'est aussi utilisé en oncologie pour traiter certains cancers. C'est utilisé pour traiter plusieurs maladies rares, vraiment du système immunitaire. Il y a plein d'utilisations au plasma. Oui. Wow! Donc, qui peut donner du plasma? C'est similaire au don de sang. Donc, on va sur le site d'Héma Québec. Si on se pose la question, il faut avoir plus de 18 ans. Bien, 18 ans et plus. On va sur le site d'Héma Québec. Tous les critères sont listés. Si on a des questions, on peut appeler aussi au centre d'appel d'Héma Québec. En général, c'est similaire au sang. Donc, en bonne santé, il faut aussi avoir pas voyagé. Mais pour le voyage, en fait, le critère est différent. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui voyagent souvent, qui préfèrent donner du plasma. Pour le sang, on se dit que certaines zones, après, il faut attendre 3 mois au retour avant de donner. Le plasma, ce critère-là est différent. Donc vraiment, je vous dirais, allez sur le site, la liste est là, mais en général, on est en bonne santé, on a du temps, on a envie d'aider les gens, on pourrait donner du plasma. Oui. Et ce ne sont pas tous les centres de dons qui vont, auxquels on peut aller pour donner du plasma. Il y a certains centres spécifiques à travers le Québec. Oui, il y a 11 centres de dons de plasma à travers le Québec. Ça ne se fait pas dans les collectes mobiles qu'on appelle, donc quand on va dans les cégeps, les universités, des centres communautaires. Le plasma ne peut pas se donner là pour des raisons de logistique, de machines trop lourdes et fragiles. Mais on peut aller dans les 11 centres, bientôt 12, puis il y en a un d'ailleurs sur la Rive-Sud, à Saint-Bruno. Aux promenades. Oui, donc pas très loin de la vallée du Richelieu. C'est super. Donc, on peut se rendre sur le site d'Héma Québec pour prendre un rendez-vous directement. Et il y a des gens qui donnent beaucoup. Oui. En chiffres, là, il y a des gens qui donnent plus d'un millier de fois. Oui, bien en fait, le plasma, les gens qui donnent au plasma, ce qu'ils aiment beaucoup puis ce qui revient comme message, c'est qu'ils ont l'impression de pouvoir aider tellement de gens parce qu'ils peuvent revenir aux 6 jours, comme vous le disiez tantôt. Donc, on a des gens qui atteignent 200, 300, 400. On a des donneurs qui ont atteint le 1000 dons. Wow. On a même des donneurs qui ont atteint 1600 dons récemment. C'est un record canadien, là. Donc, c'est des personnes qui vraiment le mettent à leur horaire puis qui se disent à toutes les semaines, je vais aller sauver des vies, qui ont ça à cœur. Oui, parce que le besoin est là. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler puis que les gens soient au courant que c'est une possibilité. Donc, merci beaucoup, Mme Lemay, d'être passée à nos studios pour nous en parler. Merci. Le 29 septembre prochain aura lieu la course du député Jean-François Roberge. Et qui mieux que M. Roberge pour nous en parler? Vous êtes député de Chambly. Bienvenue au Régional. Merci, Mme Villot, de m'accueillir dans vos studios. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, la course du député, c'est votre initiative. Ça date de 2014. En quoi ça consiste exactement?
Bien, c'est une course familiale qui est non compétitive, quoique il y a certains qui se chronomètrent maintenant aujourd'hui avec les applications, les montres, mais c'est une activité grand public. D'ailleurs, on a 3 parcours, vous allez voir, ils sont très accessibles. Il y a la marche 1 km. Tout le monde peut marcher 1 km. Il y a la course, on dit course, mais c'est du jogging, hein? 1 km. Et puis il y a l'épreuve du 5 km. Il y a souvent des familles qui viennent avec des plus jeunes, même des fois des grands-parents. Ma mère, qui a presque 80 ans, vient toujours faire au moins la marche 1 km. Donc, c'est ça. C'est une activité familiale qu'on peut faire si on s'est entraîné tout l'été pour venir performer ou juste pour venir bouger en famille avec les amis. Puis, ça vous est venu d'où, cette idée-là de faire cette course? Bien, quand j'ai commencé à jouer ce rôle de député de Chambly, je voyais qu'il y avait beaucoup d'organisations communautaires qui font toutes sortes d'activités. Puis j'y participais tout le temps, mais je me disais, est-ce que moi, je peux prendre l'initiative pour eux, plutôt que de contribuer, mais plutôt d'être le leader, puis de remettre des fonds. Et donc, c'est là qu'est née cette idée de faire la course du député. Et puis, donc, c'est la 9e édition. Cette année, on a pu remettre au cours des premières éditions, en tout, plus de 63 000 $. Donc, ça fonctionne. Et année après année, on remet aux clubs sportifs pour faire bouger nos jeunes. Donc, ça permet aux organisations, par exemple, de soccer, de ringuette, de gymnastique, l'équipe scout, etc., de réduire les frais pour les jeunes ou de payer l'équipement puis de rendre le sport accessible à tous. Oui. Et pourquoi le sport? Vous, c'est quoi votre intérêt de ce créneau-là, spécifiquement? Bien, moi, je suis un enseignant au départ, un enseignant du primaire. Puis j'ai pu voir dans ma carrière, j'ai quand même enseigné pendant 17 ans dans le réseau public à Saint-Basile, l'importance de laisser les écrans de côté, là, puis aller jouer dehors, bouger. Puis on a un paquet d'organisations, des fédérations sportives, qui font bouger nos jeunes, mais des fois, malheureusement, il y a le frein des coûts. Donc, j'ai voulu rendre accessible le plus possible le sport, parfois compétitif, parfois juste récréatif, à un maximum de jeunes. Oui, puis généralement, il y a combien de personnes qui s'inscrivent à cette course-là? On a eu, ça dépend beaucoup je vous dirais, de la météo, mais habituellement, on est 200, 300. On a eu une édition presque à 450 coureurs, donc c'est quand même quelque chose qui est un événement d'envergure. Cette année, ce sera à Carignan encore. D'ailleurs, merci beaucoup à la municipalité de nous accueillir de si belle façon. Et c'est une fête, hein? Les gens qui viennent, ils voient qu'il y a plusieurs kiosques, qu'il y a de la nourriture gratuite. On remercie nos commanditaires, notamment la ferme Guillon. Donc, il y a des jeux, il y a de la musique. Et puis, c'est pour ça que les gens viennent aussi. Je pense que c'est une belle ambiance. C'est ça, c'est pas seulement une compétition, c'est vraiment pour le plaisir, un événement familial. Il y a également le club Trifort de Chambly qui contribue grandement à cet événement-là. C'est quoi son implication? Bien, ce sont des experts en organisation d'événements sportifs. Le club Trifort organise habituellement des triathlons, ça le dit. Mais justement, le partenariat avec les villes, le parcours, les notions de sécurité, de secourisme, si jamais il y a des gens qui se blessent. Mais le Club Trifort sont des experts là-dedans. Donc, depuis l'an 1, c'est notre partenaire privilégié pour nous aider dans l'organisation. Mon équipe de bureau fait un travail vraiment incroyable d'organisation puis de coordination, mais le Club Trifort est aussi très, très important. Avec la Ville-Haute. Cette année, c'est Carignan encore, mais je suis déjà allé à Saint-Basile, à Richelieu, à Chambly. On revient à Carignan cette année. Et vous allez participer à quelles épreuves? Bien, je vais toutes les faire. La marche 1 km, je la fais avec ma mère. La course 1 km, je la fais avec tout le monde. Puis je fais aussi habituellement le 5 km. Si je ne me blesse pas, d'ici le 29 septembre, c'est sûr que je vais faire cette course-là. Mais pour moi, ce n'est pas une question de performance. Non, c'est l'idée, d'être entouré. De le faire, d'être entouré, de courir avec les gens, puis de relever le défi. Et donc, pour contribuer, comment on fait pour donner? Donc, c'est le même formulaire pour s'inscrire ou pour contribuer. C'est coursejfr.com. Sur le site, il y a toute l'information, la possibilité de s'inscrire aussi ou de partager l'information pour qu'un maximum de personnes soient présentes le 29 septembre. Oui, et 100% des dons seront redistribués à ces organismes-là. Merci, M. Roberge. C'est un rendez-vous le 29 septembre prochain à Carignan. Merci.
Monsieur Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, bonjour. Bonjour. Il y a une toute nouvelle réglementation qui a été enfin mise en vigueur après un long processus et ça touche les 4 municipalités du Nord, Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Antoine et Saint-Marc sur Richelieu. Tout d'abord, en quoi ça consiste, cette réglementation-là? Bien, la réglementation vise, dans le fond, à réglementer la vitesse des bateaux, principalement, parce que c'est quand même une source d'érosion au niveau des berges de la rivière. On sait également que si on est dans l'habitat direct du Chevalier Cuivré, aussi dans cette zone-là, avec les îles Janotte et Auxerre, qui sont le site d'alvinage du Chevalier Cuivré. Alors, le Chevalier va se reproduire dans le bassin de Chambly, et lorsque les alevins, dans le fond, ont grandi, bien, ils vont pas passer l'été justement entre les îles Janotte et Auxerre dans le passage qui est là parce que les herbiers sont propices dans le fond comme territoire. Alors c'est ce qui fait que la réglementation maintenant interdit le mouillage parce que malheureusement il y avait beaucoup de party, on pourrait dire, d'une certaine façon, qui était faite sur les îles. Les gens s'accostaient également, ils s'accrochaient entre bateaux. Alors maintenant, cette portion-là du règlement interdit le mouillage et la vitesse est maintenant régie, également les sports de traction qui sont également là, régis par ce règlement. Quand vous dites mouillage, c'est vraiment jeter l'angle, c'est jeter l'angle, dans le fond, parce que les gens s'arrêtaient là, s'accostaient 5-6 bateaux ensemble, dans le fond, pour faire la fête, etc. Alors donc, ça faisait en sorte que ça arrachait les herbiers, etc. Fait que réellement, ça endommageait l'habitat du Chevalier Cuivré. Mais donc, en bateau, on peut encore passer entre les deux îles, on peut juste pas s'arrêter. Effectivement, entre les deux îles, maintenant, on ne peut plus passer en bateau à moteur. Ah, OK. Le Chenal, donc, il y a seulement les 2 passages de chaque côté des îles qui sont encore disponibles, mais où la vitesse est maintenant 10 km/h. Alors, c'est ce qui fait que ça fait quand même moins de vagues. Et il y a une portion quand même du tronçon qui est à une vitesse, je me rappelle, je pense, de 20 km/h. Alors, c'est ce qui fait que... Et déjà, les observations que m'ont faites certaines personnes, c'est qu'une majorité de gens respectent la réglementation. Ça fait en sorte, donc, on ne peut pas dire que la réglementation, tant qu'à moi, vient réellement brimer le droit des natifs. Parce que maintenant que c'est clair, ils acceptent de le respecter. Oui. Et même au niveau des îles, il y a beaucoup moins d'achalandage, qu'on me dit, au niveau des îles. Alors, je pense que c'est réellement de bon augure pour le partage de la rivière, d'une certaine façon, pour que les gens qui fassent autant un sport motorisé qu'un sport non motorisé puissent justement avoir accès à la rivière et puissent faire leur sport en toute quiétude. Oui, puis il y a quand même de la sensibilisation qui a été faite parce que oui, on peut aimer son sport, mais en même temps, on ne veut pas détruire l'habitat naturel de certaines espèces. On ne veut pas détruire cette rivière qui nous permet de pratiquer un sport. Donc, sentez-vous que les gens sont un peu plus sensibles à ça? Bien oui, mais les gens demandent, dans le fond, de réglementation claire. Alors maintenant, on l'a. La sensibilisation aussi, je pense, fait son effet. Parce que les plaisanciers ne veulent pas non plus être reconnus, quelque part, comment je pourrais dire, comme des usagers sauvages, malgré tout, de la rivière. Il y aura toujours une minorité, d'une certaine façon, qui va faire à sa tête. Mais malgré tout, on sent cette volonté de respecter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la rivière Richelieu, de Lacolle à Sorel, c'est la source d'eau potable de 300 000 personnes. Un beau grand terrain de jeu, mais qui mérite le respect également, compte tenu que c'est qu'il y a 11 usines de filtration d'eau le long de la rivière Richelieu. Wow! Et donc cette réglementation-là, ça se joint directement à votre projet de cohabitation durable, qui est un projet fait en partenariat avec un autre organisme. En quoi ça consiste, ce projet-là? Bien, notre projet de cohabitation durable qu'on fait avec Fondation Rivière a émané un peu de la réglementation et de toute la problématique des municipalités, parce qu'on sait que c'est quand même un processus très compliqué, d'une certaine façon. Ça a pris 7 ans pour aboutir au règlement sur la circulation, parce que Transport Canada garde des pleins pouvoirs là-dessus. Un jour, probablement qu'on aura comment je pourrais dire, je m'en allais dire la souveraineté, mais je veux dire la possibilité de réglementer nous-mêmes nos cours d'eau d'une certaine façon sur notre rivière, parce que ça a une incidence sur les riverains, sur les usagers. Et de plus en plus, bien, les gens sont des adeptes de sport non motorisés. Alors, notre projet de cohabitation vise justement à faire en sorte qu'on puisse avoir des règlements locaux qui sont adoptés par les municipalités, qui seront plus du niveau de la sensibilisation et de l'information pour que les gens, justement, acceptent de partager la rivière. Donc, comme j'aime à dire, faire du kayak sur la rivière Richelieu samedi matin à 8 heures, c'est un sport de détente, mais passer 10 heures, ça devient un sport extrême. Exact. Donc, c'est en ce sens-là que notre projet vise également
à mettre en valeur les aspects touristiques aussi tout le long de la rivière et tout ça dans le respect, dans le fond, de la biodiversité et de son environnement. Oui, donc les grandes lignes de ce projet-là, on peut les retrouver sur le site du Covabar. C'est en développement parce qu'on aura un premier rapport qui va être déposé parce qu'on a eu une subvention quand même du ministère de l'Environnement là-dessus pour le Fonds des destinations durables. Alors, on a un premier rapport qui va être déposé cet automne et puis on va se faire un plaisir d'en faire la promotion. Oui, avec plaisir. On va suivre ce dossier-là avec grand intérêt. Merci beaucoup, M. Lapointe. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à visiter tvr9endirect.com pour consulter un tout récent reportage long que nous avons fait avec l'équipe de Nordvolt. On s'est rendu dans un café avec M. Philippe Michaud, qui est gestionnaire des relations avec les communautés, pour discuter avec différents citoyens. TVR9 était là pour assister à la rencontre, donc on vous a fait un résumé disponible sur tvr9endirect.com. Sur ce, bonne semaine à tous.